Alors, dans cette séance, on va faire quelques rappels ou compléments de chimie et de physique. Et ensuite, on va voir comment ces notions peuvent s'utiliser dans un sujet dans lequel les questions sont en général relativement simples. Alors, tout d'abord, petit rappel sur l'atome. L'atome, plus petite partie de la matière, vous vous souvenez, j'ai expliqué, si on prend un morceau de fer, qu'on le casse en tout petits morceaux, un petit morceau, un petit morceau, on va arriver à une dernière partie, si petite que si on la casse, ce n'est plus du fer. Bon, on avait du fer au départ, la plus petite partie de matière, c'est l'atome. Si on casse un atome, on n'a plus de la matière, on a des particules. Alors, parce que l'atome, bien que ce soit extrêmement petit, c'est quand même composé de plusieurs choses. Alors, dans un atome, vous avez des particules qui sont des protons, qui ont une charge électrique positive, et des neutrons qui, eux, n'ont pas de charge nulle. Cet ensemble protons et neutrons forme ce qu'on appelle le noyau. Les protons et les neutrons sont serrés entre eux par des forces énormes et forment donc le noyau de l'atome. Tout autour de ce noyau circulent des électrons. Alors, les électrons, eux, ont une charge électrique négative. Et ce qui est remarquable, qu'il ne faudra pas oublier, c'est que dans un atome, il y a autant de charges négatives que de charges positives, autant d'électrons que de protons, ce qui fait qu'un atome est électriquement neutre. Alors, par exemple, je peux vous montrer quelques atomes. Voilà, on va voir s'il y arrive. Donc voilà, ici par exemple, hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est le plus simple. Il y a un seul proton dans le noyau et pas de neutrons. Donc un proton, il faut donc un électron pour l'équilibrer. Le sodium, il y a 11 protons dans le noyau, donc il faut 11 électrons. Il y a aussi 12 neutrons dans le noyau, donc 12 neutrons, 11 protons et 11 électrons qui tournent autour. Alors, petite remarque, les électrons, ils ne se disposent pas n'importe comment. Ils se disposent par couches. La première couche, autour du noyau, elle peut contenir au maximum 2 électrons. Là, vous voyez, l'hydrogène, il n'y en a qu'un. Elle n'est pas saturée. Dès que la première couche est saturée, eh bien, on ne peut plus rien mettre. Il faut une couche suivante. Par exemple, ici, pour le sodium, il y avait 11 électrons à placer, 11 électrons à placer. Eh bien, j'en mets 2 sur la première couche. Là, c'est fini. Et je passe à la couche suivante. Et les autres couches, pour nous, vont contenir au maximum 8 électrons. Il faut qu'il y en ait 8 pour qu'elles soient saturées. Donc, je mets 8 électrons. J'en ai déjà 2 sur la première. J'arrive à mettre 8 sur la deuxième. Ça en fait 10. J'ai encore un électron à mettre. Il faut absolument que j'ouvre une autre couche. Et donc, le sodium va se retrouver avec un électron tout seul sur la couche externe. La couche externe, c'est la couche qui est la plus éloignée du noyau. Si je prends le chlore avec ses 17 électrons, eh bien là aussi, j'ai complété la première couche avec 2 électrons, j'ai complété la deuxième couche en ajoutant mes 8 électrons, ce qui m'en fait déjà 10, et j'en ai encore 7 à mettre, et je les place sur la couche suivante, qui n'est donc pas complète, puisqu'il n'y a que 7, il en faudrait 8. Donc voilà ce qu'est un atome. Alors, un atome est électriquement neutre, mais il peut lui arriver de perdre des électrons ou d'en gagner. Parce qu'en fait, pour que l'atome soit stable, il faut que sa couche externe soit saturée. Donc, par exemple, l'hydrogène, il a un seul électron. Mais lui, il va avoir tendance à le perdre parce qu'un seul électron, là, c'est assez faible. Et donc, que va-t-il se passer? Il va le perdre. Il va le donner à quelqu'un d'autre. Mais dans ce cas, il ne reste plus qu'un proton et 0 électron. Donc, globalement, la charge est positive. On dit qu'on a un ion hydrogène H+. Pour le sodium, il va se passer exactement la même chose. Il y a un électron tout seul. Eh bien, on va s'en débarrasser pour revenir à une couche externe
saturé, avec ses 8 électrons. Là, la structure est stable. Mais on a, si on fait le compte, on a toujours 11 protons, mais on n'a plus que 10 électrons. Donc, on a une charge positive en plus. On a un ion positif. Ça s'appelle un cation. Vous vous souvenez, les shampoings cationiques, ce sont des shampoings dans lesquels le tensioactif a une tête qui est un ion positif. Regardons le chlore. Alors, le chlore, on peut voir ce qui se passe déjà, on peut deviner. Il y a 7 électrons sur la couche externe. Il en faut 8, donc lui, il a le choix, ou bien il jette ces 7 électrons pour revenir à la couche de dessous, ou bien il en capte un. En principe, il va capter un électron. Et s'il capte un électron, ça lui fait 18 électrons, alors qu'il n'y a que 16 protons, donc il a une charge négative en plus. Donc c'est le chlore moins, Cl moins. Dernier exemple avec l'aluminium. Mais lui, il a perdu ses 3 électrons qui étaient en trop. Et dans ce cas, il se retrouve avec 13 protons, ça n'a pas bougé, mais plus que 10 électrons. Il a donc 3 charges positives en plus. Aluminium, Al, 3 plus, Al, plus. Donc voilà ce qu'est un ion. Alors, on a dit que toute la matière est fabriquée par des éléments minuscules qui sont les atomes. Mais dans tout ce qui existe dans l'univers, avec les quelques centaines d'atomes qu'on connaît, ça ne suffirait pas. Alors, en fait, ces atomes s'assemblent pour former des molécules. Et ce sont toutes ces molécules aussi diverses que l'on peut imaginer qui vont donner tout ce qui existe, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sent. Les odeurs sont des molécules odorantes formées par des assemblages d'atomes. Alors, je vous ai par exemple montré ici la molécule d'eau, vous connaissez, hein, molécule d'eau fabriquée avec un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, formule chimique H2O. J'ai ici une molécule d'alcool avec 2 carbones, des hydrogènes. Si on rassemble, si on en écrit ce qu'on appelle la formule réduite, les carbones, il y en a 2, les hydrogènes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6, et oxygène O. Une molécule, c'est un assemblage d'atomes. Et une molécule est stable, électriquement neutre. Il y a autant d'électrons que de protons dans tous ces atomes, donc c'est neutre. Mais une molécule, comme un atome, peut gagner ou perdre des électrons. Donc, par exemple, si je prends la molécule d'ammoniac, qui est formée par des atomes d'azote, d'hydrogène, d'oxygène, la molécule d'ammoniac, elle va se couper en 2 parties qui sont des ions. L'ion ammonium et l'ion OH-, qu'on appelle l'ion hydroxyle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette molécule, qui est la molécule NH4OH d'ammoniac, quand elle est en solution dans l'eau, eh bien, il y a un électron qui reste accroché au groupe OH en plus. Donc, ça donne une charge négative supplémentaire. Et donc, cet électron qui est parti de l'autre groupe fait que dans l'autre groupe, il y a une charge négative en moins, ça veut dire qu'il y a une charge positive en plus. Donc, on a ici des ions qui sont en fait des groupes, des molécules qui ont gagné ou perdu des électrons. Alors, regardons maintenant un peu le problème qui nous occupe. C'est un sujet d'examen. Il n'est pas très difficile. Vous allez voir ça. Et on vous donne un tableau, le tableau périodique des éléments, c'est-à-dire le tableau dans lequel on a regroupé les atomes. Donc, l'idée a été géniale. Regrouper les atomes dans l'ordre de leur numéro atomique, c'est-à-dire dans l'ordre du nombre de protons. Le premier, c'est l'hydrogène, un seul proton. Ensuite, l'hélium, 2 protons. Le lithium, beryllium, carbone. Bon, c'est des atomes qu'on manipulera, qu'on ne regardera jamais. Nous, on connaît le carbone, on connaît l'oxygène, on connaît le soufre, éventuellement le chlore, éventuellement le calcium, mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est oxygène, soufre, hydrogène, carbone, dans la coiffure
Ce sont les atomes dont on parle le plus souvent. Alors, il y a plusieurs nombres associés à chaque symbole. 8 ici, le plus petit, c'est le nombre de protons. C'est donc aussi le nombre d'électrons. C'est autant de protons que d'électrons. 16, c'est le total. Le total, protons plus neutrons. Et ici, c'est ce qu'on appelle la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'un paquet d'atomes que l'on considérera quand on fera de la chimie. En général, vous n'avez pas trop à vous occuper de ces nombres dans les sujets d'examen. Si on vous donne ce tableau, c'est juste pour que vous arriviez à retrouver les symboles chimiques de ces atomes-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un symbole chimique est toujours formé par une lettre majuscule, éventuellement suivie par une minuscule. Là, par exemple, le carbone, C, initiale C, carbone. Et en revanche, le calcium commence par C aussi, mais on n'a pas pu mettre C tout seul, puisque c'était déjà pris. Donc, on met C majuscule et un petit a minuscule. Bien, regardons un peu le début du sujet. Alors, l'histoire, il y a toujours une histoire dans les sujets. Ici, c'est un monsieur qui veut soigner son jardin. Pour ça, il a besoin d'empêcher le développement des champignons et des moisissures. Et lui, il faut donc ce qu'on appelle de la bouillie bordelaise. En fait, la bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre, enfin, contient du sulfate de cuivre. C'est un produit chimique qui contient des ions cuivre, Cu2+, cuivre avec 2 électrons en moins, donc il reste 2 charges en plus, 2 charges de position en plus. Voilà l'histoire. Alors, première question, le sulfate de cuivre, qu'est-ce que c'est? Un atome, un ion ou une molécule? Bon, ce n'est pas un ion parce que sinon il y aurait des signes plus ou moins. Ce n'est pas un atome parce qu'un atome, il n'y aurait qu'un symbole. Donc c'est une molécule, évidemment, c'est un assemblage d'atomes. En revanche, Cu2+, là c'est évident, c'est un ion, c'est même un cation, un ion positif. Voilà. Donc le tableau, je vous l'ai dit juste pour regarder le nom des atomes, parce que la question suivante, vous allez voir, elle est extrêmement simple encore. C'est pour ça qu'il faut, je vous le dis souvent, mais il ne faut pas s'inquiéter des sujets, il faut lire soigneusement, avoir confiance. Regardez la question. Donnez la composition du sulfate de cuivre CuSO4. Donc, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des symboles Cu, S et O. Ah oui, on les avait vus. Cu, on vous dit que c'est le cuivre, ils sont gentils, parce que ça y est pas dans le petit tableau qu'on vous a donné. Il y en a combien de cuivre? Ici, apparemment, Cu, il y a une seule fois, donc il y a un atome de cuivre. Donc ici, on mettra 1. S. Si je ne le sais pas, je cherche dans le tableau comme on a montré tout à l'heure, maintenant je le sais, le S, c'est le soufre. Soufre. Il y en a combien? Il y en a un. Un seul soufre. O, je le sais également, c'est l'oxygène. Dans la formule, ici, dans la molécule, il y en a 4. Ou 4. Donc, oxygène, il y en a 4. Voilà. Ensuite, on me demande la masse molaire. Alors ça, c'est une question qu'il ne faut pas rater. Elle est simple, elle fait toujours peur parce qu'on parle de masse molaire, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est pas grave, retenez simplement masse. Quelle est la masse du sulfate de cuivre? Le cuivre, c'est ça. Eh bien, on ne peut pas savoir, parce que cette molécule est formée de beaucoup de choses. On ne peut pas savoir sauf si on connaît la masse de chaque élément. Ce qui est le cas, on vous donnera toujours la masse des éléments qu'il faut utiliser. Alors, on vous dit que la masse du cuivre, c'est 63,5 grammes. Il y a combien de cuivre? Il y en a un. Donc, on va compter 63,5 grammes. Plus le soufre, il y en a un. Masse 32,1. Plus l'oxygène. Attention, l'oxygène, il y en a 4. Alors, un oxygène a une masse de 16 grammes par mol. 4 oxygènes, il faudra multiplier par 4. Et donc, on fait la somme, on additionne, sans oublier de multiplier par 4. Et on obtient ce qu'on appelle la masse molaire, moléculaire du sulfate de cuivre. Voilà. Alors, ensuite, on va vous parler de petits tests
que l'on fait pour détecter des choses. On fait ça dans les enquêtes policières, on fait ça quand on veut faire une analyse pour savoir si quelqu'un a été contaminé par un virus, ce qu'on connaît bien. On fait ça également en chimie quand on veut voir s'il y a tel ou tel produit dans une solution. Alors, un des tests se fait, ou beaucoup de tests, pardon, se font avec la soude, c'est-à-dire avec l'hydroxyde de sodium, NaOH. C'est un produit assez dangereux, on l'utilise en général pour déboucher les éviers, pour dissoudre les graisses. Et voilà les deux pictogrammes qu'on trouve sur le flacon de soude. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous le savez, mais comme l'énoncé est très gentil, on vous donne la liste de divers pictogrammes. Il faut les connaître. Alors ici, vous avez un pictogramme qui montre que c'est dangereux pour l'environnement. Oui, on vous montre un arbre mort, un poisson qui crève sur le bord. Là. Voilà, donc dangereux pour l'environnement. Ici, c'est quelque chose d'inflammable. Attention, ça brûle. Si vous avez de l'essence, ça brûle. De l'alcool, ça brûle. Ici, c'est un comburant. Alors, un comburant, c'est quelque chose qui aide à la combustion, qui aide à brûler. Alors, par exemple, l'oxygène. Si vous avez une bouteille d'oxygène, c'est très dangereux parce que ça va favoriser la combustion de n'importe quoi. Vous avez juste une petite étincelle là, si vous mettez de l'oxygène, ça devient une flamme énorme. Donc, comburant, ça aide à la combustion. Ici, vous avez une petite image qui laisse penser que l'on a une bouteille, une bonbonne, une bombe, comme une bombe de lac. Et c'est un gaz sous pression, donc faire attention, pas crever, pas laisser tomber. Et ici, le plus classique, celui qu'on voit le plus souvent, c'est deux tubes à essai qui déversent un liquide, ici sur un barreau métallique, ici sur les mains. Apparemment, ça ronge. Effectivement, c'est un produit irritant ou corrosif. Il faut se méfier. Voilà. Et donc la question, donner la signification du pictogramme numéro 1, il est là. Si je ne le sais pas, c'est écrit ici. Voilà. Donner ensuite la signification du pictogramme numéro 2, exactement pareil. Si je ne le sais pas, je n'ai qu'à lire ici. Vous voyez la difficulté de ces choses-là. Bien. On passe à la page suivante du sujet. Donc, page suivante, qu'est-ce qu'on me dit? Citer 2 précautions à prendre pour utiliser la soude. Donc, vous avez vu les pictogrammes. Il ne faut pas s'en mettre du produit sous la main. Il ne faut pas s'en mettre sur les vêtements, ça va tacher. Il ne faut pas s'en mettre dans les yeux, ça va faire mal. Et il ne faut pas non plus rejeter dans la nature parce que ça abîme les plantes, ça détruit les animaux. Donc, vous choisissez 2 précautions à prendre pour en mettre plus. Donc, moi, je mettrai les gants, une blouse, protection des yeux et ne pas rejeter dans la nature. Voilà. Alors, M. Dujardin, lui, il a préparé 2 solutions. Alors, une solution, c'est un mélange d'un produit avec de l'eau. Il a préparé une solution de sulfate de cuivre et une solution de sulfate de fer. Le problème, c'est que bon, les étiquettes, elles se sont effacées ou il a oublié de les mettre, donc c'est plus ce que c'est. Donc, il va tester. Alors, il en teste un seul, puisque si c'est pas un, c'est l'autre. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver son produit pour protéger ses plantes. Alors, il choisit la solution A et il fait cette expérience. Il met quelques millilitres de cette solution dans un tube à essai, il rajoute quelques gouttes de soude et hop, magie, ça devient bleu. Un précipité bleu, ça veut dire qu'il y a un dépôt qui se forme au fond du tube, un dépôt bleu. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, s'il a mis de la soude, c'est qu'il devait savoir qu'il pouvait se passer quelque chose. Et que se passe-t-il? Il a obtenu un précipité bleu. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, on vous dit, en utilisant le tableau ci-dessous, justifiez que c'est bien du sulfate de cuivre qui se trouve dans le récipient A. Alors, on ne va pas aller chercher sur Google, puisqu'on me donne les résultats possibles de tous les tests les plus classiques. Voilà, il n'y a qu'à suivre. Si on met de l'oxalate d'ammonium dans une solution et que ça forme un précipité blanc, c'est qu'il y avait du calcium. Si on met de la soude dans cette solution et qu'il y a un précipité blanc gélatineux, c'est-à-dire un peu visqueux, un peu collant, eh bien, ça veut dire qu'il y avait du zinc. Si avec de la soude, ça fait un précipité bleu, ça veut dire qu'il y avait du ion cuivre. S'il y a un précipité verdâtre, ça veut dire qu'il y a un ion fer.
Et si c'est blanc, il y a de l'aluminium. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec nous? Eh bien, il a mis de la soude, c'est devenu bleu avec de la soude. Conclusion, il y a bien du cuivre. Et c'est la seule possibilité, c'est le seul moment, la seule situation où on trouve un précipité bleu. Donc, on est sûr que dans le récipient, dans le tube A, il y a bien du sulfate de cuivre. Voilà. Et donc, bien sûr, il va prendre cette solution A pour protéger ses cultures avec du sulfate de cuivre. Voilà. Entre parenthèses, le sulfate de fer, c'est pour donner un peu de vigueur aux plantes. Quand les plantes jaunissent, avec un peu de sulfate de fer, on arrive à faire reverdir les fleurs. Les plantes, pardon, les feuilles. Voilà. Donc, ici, vous avez un tas de tests. On vous les donne chaque fois. À vous de lire le tableau pour essayer d'avoir une bonne conclusion. Là encore, ce n'est pas difficile du tout. Alors, on aborde maintenant une partie physique. Alors, M. Dujardin veut transporter rapidement du compost jusqu'à la serre. Il a une brouette et pour étudier le mouvement de la brouette, on réalise une chronophotographie du centre de la roue. Alors, qu'est-ce que chronophotographie? En fait, ce sont des photographies qui sont prises à instant régulier. Par exemple, des photographies qui sont prises, on va dire, toutes les secondes. Une seconde, hop, je fais une photo, une photo, une photo, une photo. Bien, chronophotographie. Alors, quelles sont les questions? Indiquer la nature de la trajectoire du centre de la roue. Qu'est-ce que ça veut dire, la nature de la trajectoire? Ça veut dire, il se déplace comment? Apparemment, là, il se déplace en ligne droite. Ça s'appelle une trajectoire rectiligne. Il avance tout droit. Il aurait pu avancer en faisant des ronds, ou bien un zigzag, mais je vous rassure, en général, lorsque l'on vous parle d'une trajectoire, c'est toujours rectiligne, exceptionnellement circulaire, rectiligne, hop, voilà, rectiligne, ce sera toujours une ligne droite. Ce sera exceptionnel que la trajectoire soit circulaire et encore plus exceptionnel qu'elle soit autre chose que circulaire ou rectiligne. Bien. Alors ensuite, on me dit, excusez-moi, je cherche donc nature de la trajectoire et indiquer la nature du mouvement. Alors là, c'est important, il va falloir pouvoir le réexpliquer. On a fait une photo, par exemple, toutes les secondes, en tout cas à intervalles réguliers. Ça veut dire que pendant un certain temps, il est passé de A à B. Pendant le même temps, il est passé de B à C. Pendant le même temps, il est passé de C à D. Donc, que remarque-t-on sur cette suite de photos de la chronophotographie? On remarque que les distances parcourues sont de plus en plus grandes pendant le même temps. Donc, si les distances parcourues sont de plus en plus grandes, ça veut dire qu'il va de plus en plus vite. On va dire que le mouvement est accéléré. Voilà. Donc, en chronophotographie, si un mouvement est accéléré, ça veut dire que les espaces sont de plus en plus grands. Si le mouvement est ralenti, au contraire, les espaces vont être de plus en plus courts. Dans le même temps, il va parcourir moins de distance, encore moins, et finir par s'arrêter. Et si les distances sont identiques, ça veut dire que le mouvement est uniforme, la vitesse ne change pas, vitesse uniforme. Donc voilà encore une question simple, logique, à laquelle il faut absolument répondre. Bien. Je vais effacer mon petit trait qui m'embête. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question ensuite? Regardez. Un peu de mathématiques. On représente l'évolution de la brouette en fonction du temps. Oui, le temps en abscisse, la vitesse en ordonnée. Quel diagramme correspond au mouvement de la brouette? Si on regarde bien,
Ici, la vitesse, elle bouge. La vitesse, on envoie une valeur ici, mettons que ce soit 5 mètres par seconde, et la vitesse ne bouge pas. Donc ici, on a un mouvement uniforme. Ce n'est pas le cas de notre brouette. Ici, la vitesse, on voit qu'elle diminue. C'est toujours pas le cas. En revanche, ici, la vitesse augmente en fonction du temps. C'est bien notre cas. On est bien dans cette situation. Donc, le diagramme qui correspond au mouvement de la brouette, c'est bien le diagramme numéro 3, parce qu'il représente une vitesse qui augmente. Voilà. Voilà donc un sujet très simple. Eh bien, vous ferez donc un petit travail. Alors, le petit travail que je vous demande, c'est de faire un résumé sur les atomes, les ions et les molécules. Ensuite, un petit travail dans lequel vous me referez le calcul de la masse molaire du sulfate de cuivre. Et ensuite, la dernière partie, parce que ce n'est pas terminé finalement, la dernière partie de cet exercice que vous rédigerez également sur un calcul de distance, de vitesse et de temps. Plutôt simplement un calcul de temps. Alors, première question, je vais vous aider pour la première question quand même. Il faut. Alors, M. Dujardin transporte son compost à une vitesse moyenne de 5,76 km par heure. C'est-à-dire qu'il va quand même assez vite, hein, vous allez voir. Parce que quand on marche normalement, on fait entre 4 et 5 km par heure. Donc ici, indiquez le calcul qui permet de vérifier que la vitesse en mètres par seconde, c'est 1,6 mètres par seconde. Alors, comment convertir des kilomètres par heure en des mètres par seconde? Alors ici, il y a un petit calcul à faire. Je vais vous le détailler, s'il vous plaît. 5,76 km par heure. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'en une heure, il fait 5,76 km. Je vais vous l'écrire. Voilà. Donc, il fait 5,76 km en une heure. Si je le veux en mètres, je vais multiplier par 1000, donc ce qui me fera 5760 mètres en une heure. Et une heure, c'est 60 minutes de 60 secondes, ce qui fait une heure 3600 secondes. 5760 mètres en 3600 secondes, je peux faire un produit en croix si vous voulez, en une seconde, combien? Je fais le produit en croix, c'est-à-dire ça fera en une seconde, ça me donnera 5760 multiplié par 1 divisé par 3600. Voilà, et donc là, je vais obtenir le résultat en mètres, je fais l'opération et je vais trouver 1,6 mètres par seconde. Alors, on peut remarquer et retenir le résultat, comme pour passer de 5,76 km par heure en des mètres par seconde, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par multiplier par 1000, puis par diviser par 3600. Autrement dit, on aurait pu directement diviser par 3,6. Donc, si vous arrivez à le retenir, pour passer des kilomètres par heure à des mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Et inversement, pour passer des mètres par seconde à des kilomètres par heure, il faut multiplier par 3,6. Par exemple, une vitesse de 10 mètres par seconde, eh bien, ça donnera 36 km par heure. Voilà, eh bien, vous avez ce petit travail à faire. J'espère que vous avez bien suivi. De toute façon, vous pouvez toujours revoir tout ça, revoir le temps que vous voulez cette vidéo, et ensuite faire ce que je vous demande. Allez, bon courage, vous avez le temps de faire tout ça.